Aurélie Jean s'est donné pour mission de démystifier l'IA lors de sa keynote d'ouverture de la 5e édition de la conférence Ready for IT à Monaco le 14 mai 2024. La tâche est immense. On entend en effet beaucoup de bêtises sur ce sujet et certaines assertions qui sèment la panique dans la population à qui on promet de voir la disparition massive des emplois. Ces annonces sont apocalyptiques et erronées selon la chercheuse française qui enseigne au MIT Sloan School of Management. Elle voit dans ces annonces le signe que, je cite, pour la première fois, les cols blancs sont touchés par l'innovation. Selon elle, c'est pour cela que la panique s'installe. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, le travail à l'ère de l'IA, démystifier l'intelligence artificielle avec la keynote d'Aurélie Jean à Ready for IT à Monaco le 14 mai 2024. Et vous pourrez l'écouter ici, enregistré avec plus ou moins de bonheur à la fin de ce podcast. Il est difficile de démystifier l'IA, car c'est un travail délicat. Il semblerait que ceux qui comprennent le mieux le sujet soient ceux aussi qui essayent d'en nuancer l'impact. De l'autre côté, les réactions sont extrêmes. D'une part, de l'émerveillement, pas toujours justifié, et de l'autre, une panique qui ne l'est pas plus. Pour illustrer son propos, Aurélie Jean a cité quelques phrases récoltées ci et là dans la presse sans pour autant en nommer les auteurs. Je cite: les IA sont racistes et sexistes, les IA vont exterminer les humains, les IA auront des émotions, les IA vont remplacer les hommes, les robots devraient avoir des droits, les IA seront conscientes de leur existence, etc. Autant d'assertions fausses et nocives, selon la présentatrice. Il faut d'abord apprendre à distinguer les différents types d'IA, nous a confié Aurélie Jean. D'un côté, des IA explicites, à base d'arbres de décision, d'équations de calcul, comme les prévisions météo par exemple, et de l'autre côté, des IA implicites à base de machine learning, par exemple. Commencer par cesser d'utiliser ce terme d'IA, qui est un mot valise qui recouvre tant de réalités diverses. Hélas, il est bien trop pratique et entré dans les mœurs pour disparaître à court terme. Mais pour commencer, il faut savoir à quoi l'IA peut nous servir, ajoute la chercheuse qui est aussi entrepreneuse et à la tête de 2 entreprises, In Silico Veritas, une agence de développement, et Infra, une startup dédiée à la détection par l'IA. Selon elle, l'IA peut nous aider dans 5 directions différentes. Résoudre un problème, anticiper ou prédire un événement, recommander un contenu, automatiser une tâche et comprendre des phénomènes que l'on ne saisit pas intuitivement. On peut trouver en cherchant un peu un grand nombre d'usages complémentaires, synthétiser ou traduire un texte, produire ou retoucher une image, etc., etc. Mais on voit bien que le but de ces tâches n'est pas de remplacer l'homme. Parmi les incompréhensions, selon Aurélie Jean, il y a la confusion entre les métiers et les tâches. Il ne faut pas parler de l'influence de l'IA sur les emplois dans la globalité, mais davantage des tâches constitutives de ces métiers, car l'IA intervient sur des tâches spécifiques, nous dit-elle. C'est d'ailleurs la teneur de la recommandation du rapport envoyé au gouvernement début 2024 que nous avons analysé sur ce point. À la base, la chercheuse nous enjoint de réfléchir à l'intelligence comme un ensemble de 3 composantes. La composante analytique, celle qui est à la base du calcul du QI, l'émotionnel et l'élément pratique, ou le bon sens. Ce sens pratique est sans doute ce qui est le plus important pour l'humain, car il comprend l'instinct et l'intuition, 2 éléments qui feront toujours défaut à l'IA selon la présentatrice. Pour cela, elle nous renvoie aux travaux de Robert Sternberg, Vision triarchique de l'intelligence, 1988, disponible en ligne. Je vous donne le lien sur l'article. En définitive, si les annonces les plus délirantes circulent tant autour de l'IA, c'est que l'innovation, je cite, touche les cols blancs pour la première fois, nous dit Aurélie Jean. Et ce que c'est pour cela qu'il panique. Ce n'est probablement pas la première fois que les travailleurs du savoir, entre guillemets, ou knowledge workers, sont impactés par l'innovation technologique. Demandez aux secrétaires ce qu'elles en pensent, par exemple. On ne peut nier l'ampleur des changements en cours, cependant. Une occasion rêvée pour repenser le travail, nous a dit Aurélie Jean, et là aussi il y a besoin, car il faut retrouver le sens du travail, un sens qui fait défaut dans les entreprises et qui est à la source de beaucoup de maux. En conclusion, formez-vous et restez calme. La première chose à faire, nous recommande Aurélie Jean, c'est de chercher à comprendre
Utiliser l'IA sans comprendre de quoi on parle quand on évoque l'intelligence, c'est déjà un problème, nous a-t-elle dit. Elle nous recommande également de ne jamais utiliser de termes que l'on ne pourrait pas expliquer soi-même. Pour cela, il faut se former, s'informer et se méfier du buzz. Des conseils frappés au coin du bon sens, qui fait tant défaut aux IA génératives et aux technolâtres, surtout le jour où OpenAI lance sa nouvelle version encore plus révolutionnaire que la précédente. Je vous laisse en compagnie d'Aurélie Jean, que j'ai enregistré pendant la conférence hier avec le son approximatif pour lequel vous me pardonnerez. Bon, écoutez, je vais vous parler aujourd'hui d'IA et en particulier je vais vous parler de tous les mythes à déconstruire pour au contraire saisir les réalités, et en particulier sur le sujet du travail, qui est un cas d'application de comment approcher l'IA aujourd'hui dans tous les débats. Et donc moi je suis scientifique numéricienne, j'ai 2 entreprises, dont une deep tech startup en IA appliquée à la médecine, et j'écris aussi pour essayer de rendre intelligible, de manière intelligente, tous ces grands sujets qui sont ma foi souvent abordés de manière approximative, faussée, avec des fantasmes et autres peurs qui nous empêchent de voir la réalité et de saisir les opportunités tout en évitant les menaces. Alors tout d'abord, pourquoi déconstruire les mythes sur l'IA ? Tout simplement parce qu'on en entend beaucoup parler depuis des années. L'IA n'est pas nouveau, c'est un concept, à la fois une discipline et des méthodes pour simuler, modéliser un phénomène de la réalité dans le but de répondre à une question, résoudre un phénomène qu'on ne peut pas forcément résoudre à la main dans notre échelle à nous. L'IA a amené beaucoup d'actualités, parfois un peu extrapolées, et on peut dire en fait que depuis, on va dire 18 mois, et depuis le lancement, le déploiement public de ChatGPT qui embarque en fait l'algorithme de langage GPT, on voit en fait qu'il y a des news qui interviennent, on extrapole sur les capacités de ces IA, sur qu'est-ce qu'elles vont faire, etc. Et ça nous emmène en fait vers des affirmations de ce type. Alors j'ai été sympa, j'ai pas mis qui a dit ou qui a écrit quoi, mais voilà ce qu'on a pu lire et entendre dans les débats publics de la part de dirigeants politiques, de la part de dirigeants économiques, de la part d'intellectuels qui ne sont pas des spécialistes en IA. Voici les phrases suivantes. Les IA sont racistes et sexistes, les IA vont exterminer les humains, les IA auront des émotions, les IA vont remplacer tous les jobs, les robots devraient avoir des droits, ou encore les IA seront conscientes de leur existence. Tout ça est bien évidemment faux, mais pour le comprendre, en fait, il faut arriver à aller voir la science sous-jacente à toutes ces applications et ces modèles pour comprendre le champ des possibles. Et bien évidemment, celle qui nous intéresse aujourd'hui est celle-ci. Les IA vont remplacer tous les jobs, qui est une affirmation fausse pour plein de raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver. La deuxième, c'est nous qui décidons. La troisième, il faut comprendre les tenants et les aboutissants technologiques et scientifiques de ces modèles pour comprendre vraiment ce qui va se passer. Et je vais vous en parler, en tout cas dans les grandes lignes, puisqu'on ne connaît pas tout. Donc le travail à l'ère de l'IA, mythe à déconstruire et réalité à saisir. Alors la première question que l'on se pose, c'est qu'est-ce que l'IA ? Donc je l'ai un peu dit, c'est à la fois une discipline et un ensemble de méthodes pour modéliser un phénomène dans le but de simuler sur un ordinateur de manière automatique et répondre à une question, résoudre un problème. Lorsqu'on parle d'IA, moi j'aime bien faire la distinction entre explicite et implicite. Donc explicite, c'est tous les modèles d'IA traditionnels qui en fait consiste à explicitement définir la logique de fonctionnement de l'algorithme en question qui contient toute la pseudo-intelligence du modèle. Par exemple, vous allez tout de suite, on pense aux structures conditionnelles, aux arbres décisionnels, mais ça peut aussi être des gros systèmes d'équations mathématiques complexes qu'on ne peut pas résoudre à la main. Et on a face à ça ce qu'on appelle des modèles implicites, ce qu'on appelle aussi de l'apprentissage machine, du machine learning. Et dans ce cas-là, en fait, la logique de l'algorithme va être définie implicitement par entraînement sur un jeu de données qui contient de manière représentative tous les scénarios sur lesquels l'algorithme va devoir répondre à une question ou résoudre un problème, et qui va ensuite donc pouvoir détecter ce qu'on appelle des patterns, des schémas répétitifs, des signaux forts et faibles, pour identifier, répondre à la question. En sachant que pour le cas de l'explicite, on va utiliser des jeux de données, cette fois-ci de calibration, pour calibrer le modèle explicite et les constantes du modèle mathématique dans certains cas. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'IA ? Bien, on répond à une question, on résout un problème, comme je l'ai dit. On va aussi anticiper et prédire un événement. J'utilise plutôt le mot anticiper, parce que quand je parle de prédiction, il y a des gens qui pensent qu'il y a une sorte de boule de cristal ou quoi que ce soit, mais en fait, ça s'explique mathématiquement. C'est qu'en fait, on va arriver à détecter des signaux faibles et forts dans le cas d'un modèle implicite pour aller anticiper quelque chose qui est déjà apparu dans le passé. Excusez-moi. Et dans un modèle explicite, c'est dans le cas d'extrapolation, par exemple. Recommander et ou générer un contenu personnalisé, donc ça on le voit tout le temps. Automatiser une tâche, et c'est lié en fait au sujet du travail, on a tendance à extrapoler ce que veut dire cette automatisation, qui par ailleurs a toujours existé dans l'histoire de l'humanité.
particulièrement avec la machine à vapeur, puis la suite. Et enfin, comprendre un phénomène. On en parle peu de ça, mais en fait, ces modèles nous aident aussi à comprendre des phénomènes qu'on n'arrive pas forcément à expliquer par l'expérience dans la vraie vie, dans le monde organique, et qu'en passant en fait par ces modèles, on arrive à trouver des éléments de réponse. Je vous donne 2 exemples. D'abord, de modèles explicites. Donc explicite voulant dire, vous avez des chaînettes, des choses simples, et des choses plus ou moins compliquées. Là, je vous donne un exemple. Donc en bas à droite, on va commencer par le plus simple. C'est très compliqué, mais le plus pertinent, le plus parlant pour vous, c'est la météo. La météo, en fait, sont des énormes systèmes d'équations de la physique de l'air et de l'eau, enfin des fluides, pardon, pour aller anticiper les champs de pression, les gradients de température, etc., sur une cartographie plus ou moins large et sur des échelles de temps plus ou moins longues, de 1 à 10 jours, par exemple. Et donc, on ne se rend pas compte, mais en fait, la météo, ça fait très longtemps que ça existe. Ces systèmes d'équations sont résolus toutes les nuits, tous les jours, et sur les plus gros calculateurs, pendant très longtemps, ils possédaient les plus gros calculateurs avec le domaine de la finance. En haut à gauche, vous avez un travail que j'ai fait il y a 8 ans. Et c'est donc un travail sur le traumatisme crânien, où on a développé des modèles mathématiques pour aller simuler le comportement du cerveau humain, soumis à un choc à la tête, pour comprendre les mécanismes du traumatisme crânien à plusieurs échelles, jusqu'à l'échelle du cortex. Pour la petite info, cette photo de cerveau, c'est mon cerveau. Alors je le dis parce que je suis très fière. Lorsque j'ai écrit ce papier, c'était pour le journal de l'Académie des sciences américaines. J'étais à l'époque au MIT et en fait j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Je n'avais pas de data de cerveau humain. Et du coup, mon directeur de recherche m'a dit, pour commencer, au lieu d'attendre 1 ou 2 mois de recevoir de la donnée, de la part du centre médical avec lequel on travaillait, en l'occurrence NGH, elle m'a dit, va passer un IRM fonctionnel, on a un IRM au MIT et tu auras des data. Du coup, je l'ai fait. Donc j'ai travaillé sur mon cerveau et je me suis permise de le mettre dans le papier parce que je trouvais ça hyper cool d'avoir son cerveau dans un papier de recherche. Un deuxième exemple, donc maintenant les algorithmes implicites. Donc cette fois, on va définir implicitement la logique. Là, je vous donne 2 exemples. Donc, le cas du chien et du chat, c'est ce qu'on appelle du computer vision, c'est de l'identification sur image. Là, pour le coup, c'est purement implicite, c'est très difficile d'identifier, de mathématiser ce qu'est un chien, on ne peut pas faire une équation. Enfin, vous pouvez essayer de donner des conditions, des structures conditionnelles en disant qu'un chien, ça a 2 oreilles, ça a une pelure, une fourrure qui lui donne tel aspect sur l'image, mais ça ne va pas marcher. Vous allez pardonner tous les chiens, vous allez confondre chien, chat, renard, loup, etc. Donc il faut passer par de l'implicite de l'apprentissage machine. Parfait, pareil, à gauche, vous aviez le cas, si on enlève les slides, ça va être compliqué. À gauche, vous aviez en fait le cas d'un algorithme de recommandation, par exemple sur X, anciennement Twitter, où on va vous recommander du contenu en fonction de paramètres dynamiques représentant votre profil. Et pareil, encore une fois, par classification, on va pouvoir identifier des profils types et vous donner du contenu que les gens qui vous ressemblent aiment. Et en bas à droite, c'est une mammographie pour représenter le dernier travail que j'ai fait avec mon équipe dans le cadre de cette deep tech en start-up en IA appliquée à la médecine, où en fait on est par un modèle implicite avec un peu d'équations mathématiques, donc on appelle ça un modèle hybride. On a pu en fait détecter ce qu'on appelle des signaux faibles du cancer sur une simple mammographie standard, pour aller détecter le cancer du sein plus de 2 ans avant qu'on voit la tumeur sur une mammographie. Donc on est dans le domaine de l'invisible, et ça, l'implicite le permet, puisqu'on peut aller chercher les signaux faibles très fins, en fonction de type de données et de comment on les manipule. Alors j'ai parlé beaucoup d'IA, j'ai aussi beaucoup parlé d'algorithmes. Et en réalité, le mot IA est un mot que j'évite d'utiliser, pas trop, sauf quand c'est pour lever des fonds, parce qu'il faut qu'on nous comprenne. Mais sinon, je parle plus d'algorithmes, parce qu'en fait, l'IA, c'est tout simplement des modèles algorithmiques plus ou moins avancés, qu'on va calibrer, entraîner sur les jeux de données, dans l'objectif de résoudre un problème, de personnaliser du contenu, de recommander, etc., etc. Et pour comprendre pourquoi je parle d'algorithme, il faut revenir au sens du mot IA. Donc, intelligence artificielle, c'est un mot qui avait du sens à l'époque où il a été créé. Donc, il a été mis en 1956 dans un papier de recherche de fonds pour une école d'été, un workshop qui a été organisé à Dartmouth en 1957, mais le papier date de 1956. Et dans ce papier, on parlait d'intelligence artificielle pour aller modéliser et simuler le fonctionnement du cerveau humain. À cette époque, le mot intelligence voulait dire plusieurs choses. Tout d'abord, alors ça c'est un truc qui est très anglais en américain, intelligence a 2 sens en anglais. Il a le sens de l'intelligence du langage courant comme on l'utilise, mais il a aussi le sens du intelligence, de l'information. Comme dans CIA, BI, c'est de l'information. Donc on a un doute sur le double terme à l'époque, lorsque les gens l'ont créé. Et un autre point qui est peut-être le plus important,
À l'époque, en fait, l'intelligence humaine était réduite à l'intelligence analytique uniquement. Ça peut vous paraître étrange, mais à la fin du 19e, on a commencé à redévelopper des théories sur l'intelligence et on a développé au début du 20e siècle la théorie analytique de l'intelligence humaine jusqu'à développer ce fameux QI, le quotient intellectuel, qui ne mesure que l'intelligence analytique. Et donc on avait ce biais à l'époque de ne définir l'intelligence humaine que sous forme analytique et donc d'opérations résolues de manière hiérarchisée, logique, pour répondre à une question, résoudre un problème. Or, on sait qu'il y a différentes théories. Depuis les années 80, en fait, il y a des gens, il y en a plein, là je donne un exemple, mais il y en a plusieurs, développent en fait des théories, ce qu'on appelle multiples, de l'intelligence humaine. Et là, vous avez la théorie de Robert Sternberg, qui est un psychologue américain des années 80, et qui sort en 88 un très bon papier que vous pouvez récupérer gratuitement en ligne, et qui décrit l'intelligence humaine sous forme de 3 composantes. Donc il y a l'intelligence analytique dont j'ai parlé à l'instant, l'intelligence créative et émotionnelle, puis l'intelligence pratique, le fameux bon sens. Et c'est important à comprendre parce qu'aujourd'hui, l'algorithme, la machine, l'IA, ne maîtrise que l'intelligence analytique. Même si on va pouvoir créer, et on peut le faire déjà, des modèles qui vont simuler d'autres intelligences, par exemple on peut développer un chatbot très facile tous les matins qui vous dit « je t'aime », ça ne veut pas dire qu'il vous aime. Ça c'est important à comprendre. Donc même s'il y a une expression apparente d'une émotion, en réalité, l'émotion n'est absolument pas maîtrisée par le modèle sous-jacent. De la même manière, l'intelligence pratique, un ou deux scientifiques vous disent, et ça, c'est des amis, donc je ne vais pas les citer, mais je trouve qu'ils jouent sur les mots, ils disent, bah oui, on arrive aujourd'hui à faire une IA qui maîtrise l'intelligence pratique humaine. Et en fait, c'est pas ça que fait la machine. Ce que fait la machine, c'est elle va faire des corrélations statistiques d'ordre supérieur qui va lui permettre, lors de l'apprentissage, d'aller en fait s'entraîner de telle manière que l'algorithme va pouvoir répondre à une question d'un problème sur lequel il n'a pas été strictement entraîné. Mais c'est des corrélations statistiques d'ordre très supérieur. Le sens pratique humain, il fait appel à plein d'autres choses, dont l'instinct et l'intuition. Donc il faut faire attention en fait à ne pas essayer de prendre l'opportunité aujourd'hui de redéfinir ce qu'est l'intelligence humaine pour la rapprocher de ce qu'il y a de plus analytique, à savoir ce que fait la machine. Au contraire, il faut se distinguer de la machine pour redéfinir ce qu'est vraiment l'humanité en s'éloignant de la machine et en allant chercher de ces intelligences qui ne sont pas que analytiques. Et de là, il y a les théories de la singularité, l'IA générale, que vous entendez peut-être dans les actualités. Théorie de la singularité qui est cette idée en fait que dans un point proche ou lointain dans le futur, les IA dépasseront, l'intelligence des machines, elle dépassera celle des hommes, elles prendront conscience d'exister. C'est bien évidemment faux. Et par ailleurs, analytiquement, l'IA est déjà bien plus supérieure à l'humain et c'est tant mieux. Quant à parler d'IA générale, si on revenait aux théories de l'intelligence générale humaine, c'est lorsqu'on maîtrise tous les types d'intelligence et pas seulement l'intelligence analytique. Donc c'est juste pour vous, pour comprendre et faire un pas de côté sur toutes ces choses-là qu'on entend, parce qu'il faut revenir en fait à tous ces gens, ces psychologues qui ont travaillé sur l'intelligence. Si maintenant on vient au sujet de départ, comment approcher le sujet du travail à l'ère de l'IA? Donc bien évidemment, il faut comprendre tous les mots qu'on a entendus pour le moment, et puis il y a 3 sujets à maîtriser lorsqu'on parle d'IA et travail. Il faut bien préciser, ça c'est un ami à moi qui s'appelle Antoine Borde, qui est l'ancien directeur de recherche de Meta, Europe-Israël, et qui maintenant travaille pour la défense française, et qui disait il faut qu'on identifie ce que les IA feront dans le futur. Les IA vont s'améliorer de manière impressionnante. Ce que les IA ne feront jamais dans le futur. Typiquement, une IA ne ressentira pas d'émotion. Et ce que seul l'humain peut faire, il peut être aidé, son sens pratique peut être aidé par une machine, mais lui il a un instinct et une intuition qu'une machine ne peut pas maîtriser et qui est intéressant à aller explorer. Et par ailleurs, même si ça n'arrivera pas qu'une machine aura une émotion, c'est très bien de faire des recherches dessus, parce qu'en fait c'est en allant vers des choses très complexes et très extrêmes qu'on va pouvoir faire des bons géants scientifiquement, ne serait-ce que pour comprendre ce qu'est une émotion. Ensuite, il y a un sujet que je dis beaucoup, c'est qu'il faut bien formuler le sujet du travail à l'ère de l'IA. Donc la formulation, on a pris l'exemple du mot IA, donc c'est une formulation, comment on exprime le mot IA, et dès qu'on en parle, de quoi on parle, est-ce qu'on parle de l'intelligence analytique uniquement ou si on parle d'autre chose, quelqu'un il faut sortir de l'ambiguïté. Par rapport à l'IA, il y a plusieurs choses à faire. Souvent je le dis, lorsqu'on parle d'influence de l'IA sur le travail, il ne faut pas parler de l'influence de l'IA sur les emplois dans leur globalité, mais davantage sur les tâches constitutives de ces métiers et non les métiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA intervient sur des tâches spécifiques, contrairement à d'autres innovations dans le passé, dans notre histoire. Ce sont des tâches constitutives qui sont touchées, vous verrez après comment il faut réagir par rapport à ça.
Parler de formation continue et plus d'éducation, c'est-à-dire qu'on doit apprendre toute notre vie, pour la simple et bonne raison, c'est que les choses évoluent très très vite, tant du côté de la technologie, de la science, que du côté de l'application. Il y a des choses qu'on a développées. Je donne un exemple, par exemple, tous les algorithmes de recommandation sur des sites de e-commerce sont maintenant utilisés, bien évidemment entraînés sur d'autres types de données, sur des applications de rencontres. On n'avait pas forcément prévu ça, etc. Puis parler d'emploi et de travail au lieu de parler de retraite. Alors ça, c'est un point important. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de retraite, je ne vais pas donner mon avis sur ce qu'il faut ou pas une réforme, en tout cas, on a peu parlé d'emploi et de travail. Et je pense qu'à l'ère de l'IA, c'est ça dont il faut parler, de comment on va travailler, qu'est-ce que c'est le travail, comment, en termes d'emploi, comment on va changer les emplois sur lesquels on va continuer de travailler plus tard, etc. Et enfin, parler d'intelligence au pluriel, et pas seulement d'intelligence analytique lorsqu'on parle de modèles, et pour bien comprendre comment se distinguer de la machine. Alors ça, c'est 3 petits points moi, qui m'intéressent, et c'est vraiment là pour le coup un pas de côté. Je pense aussi que c'est une opportunité aujourd'hui pour repenser le travail. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord sa forme. Et c'est pas du tout démago ce que je dis quand je parle qu'on va peut-être moins travailler dans le futur. Peut-être pas nous spécifiquement, mais en moyenne. Pour vous donner une idée, depuis les années 50, en France, on a diminué de 30%, un peu plus de 30% de notre temps de travail hebdomadaire légal. C'est pas forcément idiot, donc c'est sûrement dû à des évolutions technologiques, à des réformes, etc. Mais ça ne me paraît pas complètement idiot en fait qu'on réduise davantage le temps de travail dans le futur pour un même salaire, bien évidemment. Première chose. Deuxième chose, cette dynamique, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va devoir apprendre toute sa vie et l'apprentissage fera partie du travail, ce qui n'est pas encore complètement le cas partout, à tort, puisque c'est en apprenant toute sa vie qu'on garde une certaine valeur et qu'on peut du coup s'adapter aux innovations, aux technologies et aussi mieux travailler ensemble. Son sens, alors ça c'est mon point qui me touche le plus, qui m'intéresse le plus, c'est le sens qu'on donne au travail. Aujourd'hui, travail est défini comme une tâche, quelque chose qu'on le réalise contre une rémunération. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de tâches non rémunérées en France, mais dans tous les pays par ailleurs, qui contribuent à l'économie, mais qui ne sont pas utilisées dans les indices économiques de pays et qui ne sont surtout pas définies comme du travail, et à tort. Et pour la petite histoire, en France, les femmes font jusqu'à 3 fois plus de tâches non rémunérées que les hommes dans leur vie, et qui contribuent à l'économie. Ça peut être prendre soin de quelqu'un malade, de sa famille, s'occuper de la communauté et autres. Et toutes ces choses-là ne sont pas considérées. Et moi, je défends l'idée que le bénévolat est un travail, et qu'il faudrait parler de travail et pas de bénévolat. Après, comment considérer ça dans les indices économiques? Comment trouver un moyen de rémunérer de manière directe ou indirecte ça c'est une réflexion que les économistes doivent avoir, mais en tout cas, je pense que c'est une manière de revoir le sens qu'on donne au mot travail. Comment se transformer? Donc, on a vu qu'il faut maîtriser les éléments de langage. Quand on parle d'IA, il faut préciser de quelle IA dont on parle. Les mots, c'est-à-dire que l'IA va influencer une tâche constitutive et non pas un métier dans sa globalité. Et donc il y a encore d'autres choses. D'abord, lorsqu'on parle de tâches, et lorsqu'on parle de votre métier en particulier, et de savoir comment l'IA va interagir, modifier, perturber votre métier, il faut aller identifier les tâches qui sont modifiables ou remplaçables par l'IA dans votre métier. Donc il y a celles qui sont possiblement faites par une IA déjà, celles qui sont possiblement aidées par une IA, ce qui est encore différent, vous allez être aidé et non pas remplacé sur cette tâche, et celles que seul un humain peut faire. Si vous identifiez ces 3 tâches déjà dans l'analyse de l'existant, vous pouvez identifier les tâches qui sont modifiables ou remplaçables. Et c'est important de le faire parce qu'en fait, même si vous vous empêchez de le faire, un jour ça va arriver et il faut pouvoir être prêt, tant dans l'aspect formation que dans les modifications des tâches constitutives de son propre métier. Et c'est pour ça qu'on doit identifier de nouvelles tâches, de possibles nouvelles tâches constitutives. Et c'est vrai qu'il y a tellement de domaines où en réalité on n'a pas de temps, on ne prend pas le temps de faire tout ce qu'on souhaite, on a plein de choses qu'on aimerait faire davantage et qu'on ne peut pas pour des questions d'agenda. Ce serait une idée en fait d'aller pouvoir investiguer, explorer des nouvelles tâches constitutives qui valoriseraient davantage notre métier, qui nous rendraient peut-être plus performants, en tout cas plus valorisants. Et enfin, valoriser ces intelligences émotionnelles, créatives et pratiques. Encore une fois, si on revient aux théories de l'intelligence, on a une intelligence analytique qui est bonne, mais la machine le fait bien mieux que nous depuis très longtemps, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'utiliser, on l'utilise, mais on est aidé par des outils d'IA. À cela, il faut rajouter toutes les autres intelligences qu'on doit valoriser à tout prix, et c'est un peu nouveau dans notre société, puisque pendant très longtemps,
Moi, je le dis souvent, pendant toute ma scolarité jusqu'à mon doctorat, je n'ai été évaluée que sur mon intelligence analytique, et que sur mon intelligence analytique. Et c'est un problème, je pense, au regard de ce qu'on attend aujourd'hui des actifs dans le monde du travail pour la valorisation des autres intelligences. Un autre point important, c'est se former. Alors, quand on dit se former, rappelez-vous, on parlait de formation continue et non plus d'éducation seulement. C'est un point important parce que l'idée, c'est comment se former. Alors, on peut se former par des lectures, donc lecture au sens français, pas anglais du terme, je précise, donc c'est lire, ça peut être lire des newsletters, il y a des newsletters qui sont excellentes, je crois que j'en propose une à la fin, pour aller lire des actualités médiatiques, buzz, mais sous le regard de scientifiques et d'ingénieurs en IA, ça c'est intéressant. Des livres et autres, des programmes exécutifs, ça c'est quelque chose de très important. Il y a énormément d'écoles et d'universités, aux États-Unis, en Europe, enfin pas mal, qui proposent des formations en ligne, des certificats en ligne ou en personne, et vraiment c'est de bonne qualité, et je vous les conseille vraiment, et ça rentrera dans les programmes d'apprentissage toute sa vie. Suivre les actualités en notant ses interrogations, ne pas avoir peur de dire je ne sais pas, et toujours se méfier des affirmations strictes sans qu'il y ait en fait une argumentation claire derrière. Je me souviens d'une personne, je ne citerai pas, qui il y a 4 ans avait dit sur une chaîne BFM TV, je crois, à 7h du soir, que dans 5 ans, il n'y aurait plus de job à cause de l'IA. Eh bien, j'ai pas aimé ce que la personne a dit, parce que premièrement, elle crée de la peur, de l'angoisse. C'est une personne qui n'est pas du tout ingénieur ou scientifique par ailleurs, et qui, en fait, a dit n'importe quoi pour faire du buzz. J'attends encore 1 an, et je vais le choper par la peau des fesses et lui dire, bon, maintenant, voyons ce que vous avez dit, et prenez vos responsabilités. Et c'est très grave en fait ce qui se passe aujourd'hui. On a des gens qui vont faire des extrapolations de dingue sur ce qui va se passer et qui ne se rendent pas compte des conséquences aujourd'hui sur les gens, sur l'économie, sur la société en général et la cohésion sociale en particulier. Poser des questions aux personnes scientifiques et techniques. Et à vous tous ici qui êtes techniques, je dirais l'inverse, c'est-à-dire répondre aux questions qu'on vous pose. Peu importe le type de question, de qui vous la pose et parfois du niveau de naïveté ou de complexité de la question. Parce qu'en réalité, en fait, on a besoin absolument de permettre aux gens non techniques et scientifiques qui vont voir l'IA et qui voient déjà l'IA arriver dans leur métier à travers certaines tâches constitutives, de pouvoir poser les bonnes questions et comprendre ce qui se passe pour pouvoir faire à la slide d'avant, identifier les tâches qui sont possiblement modifiables, celles qu'elles doivent créer à nouveau et valoriser leur intelligence multiple. Et ça, c'est un conseil que je donne aux gens de mon équipe, mais que je donne en fait à plein de gens, c'est d'utiliser un mot que si on est capable de l'expliquer. Alors ça, moi je travaille avec des médecins par exemple, et c'est vrai que je dis toujours, on a le droit d'utiliser un mot que si on est capable de l'expliquer. Je me l'applique à moi-même, du coup il y a plein de mots que je n'utilise pas encore, ne sachant pas les définir clairement. Je donne un exemple, par exemple, c'est un nom, je vais essayer de l'expliquer, mais je me suis forcée à rien à voir avec l'IA, mais par exemple l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation? On en a beaucoup parlé ces derniers mois, années même. Et du coup, j'ai regardé, je me suis renseignée pour arriver à donner une définition exacte de l'inflation. Et tous ces mots, en fait, si on s'applique ce genre j'ai envie de dire, de guide d'autodéfense intellectuelle, on est capable, en fait, d'avoir un meilleur sens critique et on peut mieux expliquer les choses et mieux les comprendre lorsqu'on lit une actualité sur le sujet. Le simple fait d'utiliser le mot IA sans expliquer de quoi on parle est un problème. Le simple fait de parler d'intelligence sans dire exactement de quoi on parle peut être un problème. Et toutes ces choses sont à développer. Avant de finir sur les livres, j'ai quelque chose à vous dire parce que c'était intéressant. Souvent on me demande mais pourquoi il y a autant d'approximations, d'erreurs, d'extrapolations abusives et autres. Alors j'ai une petite théorie là-dessus, je ne sais pas si elle est vraie, mais à chaque fois que je l'expose on me dit certainement. C'est la première fois de toute l'histoire de l'humanité où une innovation, donc si c'est l'IA, mais il y a eu plein d'autres innovations avant, il y a les machines à vapeur, il y a l'électricité, il y a plein d'autres choses. La première fois de toute l'histoire de l'humanité qu'une innovation touche les cols blancs, ce qu'on appelle les travailleurs de la connaissance, nous tous ici réunis. Avant, ça touchait les gens qui travaillaient à la main, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui avec cette idée-là, et ça c'est très intéressant. Et je vous dis ça parce que, pour la simple et bonne raison que ces mêmes personnes que l'on lit, qu'on entend, et qui écrivent sur ces sujets de l'IA et de l'influence de l'IA sur le travail, à mon sens, paniquent. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir se poser, apprendre sur la discipline sur laquelle ils parlent et ils réfléchissent, pour avoir un regard critique, juste, sans approximation. Et donc mon idée, c'est de penser qu'en fait, j'espère
que c'est ça, parce que vous verrez quelqu'un, c'est assez facile à résoudre, c'est que je pense qu'ils paniquent, parce que ça les touche, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que ça les touche. Et je pense que si c'est ça, on peut arriver à le fixer facilement, à le réparer, pardon. Je propose quelques livres ici, et c'est des livres en fait qui peuvent vous aider à... je crois qu'il y a des livres aussi en anglais, je crois, après, mais ce sont des livres qui peuvent vous aider à comprendre les termes, à savoir comment les utiliser, à comprendre la réalité du terrain scientifique et technologique, à sortir un peu de toutes ces extrapolations abusives. Et donc là, vous avez le premier livre de Luc Julia, L'intelligence artificielle n'existe pas, qui est sorti en 2019 et que je vous conseille vraiment, qui est facile à lire et qui vous explique tout simplement ce que je vous ai dit là, mais en bien plus mieux et en bien plus long, pourquoi le mot IA n'a pas de sens aujourd'hui, alors qu'il en avait un à l'époque où il a été créé, encore une fois, par le simple fait qu'à l'époque, l'intelligence était réduite à l'intelligence analytique uniquement. Contre-atlas de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai mis que des livres d'amis, de copains, parce que je suis très biaisée. Donc, Kate Crawford, Luc, c'est mon mentor. Kate Crawford est une bonne amie à moi. Donc, Kate, elle a sorti ce livre extraordinaire, qui est un livre qui va parler autant... alors, il peut paraître un peu sombre, mais il est vraiment très positif. C'est un livre qui va vous parler autant des nouveaux enjeux aujourd'hui de l'IA, et non pas cette vision apocalyptique qui vous fait dire que dans 50 ans, il n'y aura plus de jobs et que l'humanité va mourir. Non, il y a des enjeux qui sont la discrimination technologique, qui fait référence à l'autre livre après de Cathy O'Neill sur les biais algorithmiques, le fait qu'on va construire des modèles entraînés sur des jeux de données biaisés, et donc on va possiblement biaiser la technologie finalement développée. Par exemple, les premiers algorithmes de reconnaissance faciale ne reconnaissaient pas les individus à peau noire parce que les développeurs, les concepteurs étaient majoritairement, voire uniquement blancs, et n'avaient pas pensé à ajouter des photos d'individus de couleur ou différentes ethnicités pour l'identification de visage. Et quand je dis ça, je ne les blâme pas, on a tous des biais cognitifs. Maintenant, il faut comprendre comment développer une gouvernance et des bonnes pratiques pour s'assurer qu'on fait les choses bien. Discrimination technologique, mais aussi impact environnemental, elle en parle énormément dans son livre, tant sur la partie software, entraînement, transport de données, stockage, mais aussi la partie hardware, ordinateur, serveur, câble, on n'en parle pas assez, je pense. Et puis tout ce qui est digital labor, c'est-à-dire tous les petites mains, les travailleurs du clic, tous ces gens dont on a besoin pour aller nettoyer la data, travailler la data, nettoyer les contenus, structurer la data, labelliser la data, et toutes ces choses qui doivent être prises en considération pour développer des outils que j'appelle, entre guillemets, responsables de l'être humain et de ses droits fondamentaux. Le livre de Yann Lequin, Quand la machine apprend. Alors c'est un livre qui est un peu compliqué, je trouve. Vous lisez, on va dire, l'introduction, le premier chapitre, c'est un livre extra, mais dès qu'il arrive il décrit la méthode de rétropropagation pour l'apprentissage dans un réseau neuronal, je me dis, wow, là je pense qu'il doit perdre les gens, mais c'est un livre excellent. Et en tout cas, lisez vraiment le début, ça vous donne une bonne introduction du machine learning. Après, il y a d'autres domaines. Alors d'abord, algorithme, que je vous conseille vraiment, de Panos Stouridas, c'est un peu comme le que sais-je, vous voyez, cette collection au MIT, qui est vraiment, on vous raconte tout, des algorithmes de l'époque d'Euclide, donc c'est 3 siècles avant notre ère, jusqu'à aujourd'hui avec l'apprentissage machine. Puis la Technological Singularity par le professeur en robotique Murray Shanahan, qui vous explique pourquoi la singularité technologique n'a pas de sens, mais pourquoi il faut faire des recherches dessus, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. La machine n'aura pas de conscience d'exister, elle n'aura pas d'émotion, mais il faut faire des recherches dessus parce qu'on va faire des bonds de géants sur notre compréhension d'une émotion et sur le développement de ces modèles. Je vous parlais d'une newsletter. Alors moi je suis fan, MIT Technology Review, ils ont 2 newsletters, The AI Newsletter et The Algorithm Newsletter. Ce sont 2 newsletters qu'il faut vraiment regarder. Toutes les semaines, vous avez une digestion en fait des actualités médiatiques qu'on voit, mais vues sous l'angle scientifique et technique de gens du métier. Et le livre que j'adore de Mark Zuckerberg, The Political Philosophy of AI, on en parle peu, mais l'IA en fait intervenir plein de disciplines, dont la philosophie, et une discipline que j'aime beaucoup, j'ai découvert récemment, qui est la philosophie politique, et pourtant on a quand même beaucoup de gens qui ont travaillé dessus dans le monde, Hannah Arendt, Raymond Aron et d'autres, mais là en fait vu sous les conséquences et les interactions avec l'IA. Et Mark Zuckerberg en fait a fait ce livre-là qui est pour moi l'un des meilleurs, avec un autre livre dans la collection du MIT ici, qui est un peu comme le que sais-je, qui s'appelle Robot Ethics, je crois. Et je me suis permise de mettre les miens, quand même. Quand même. Donc le premier, qui est une introduction à l'algorithmique, qui est peut-être un peu facile pour vous, je pense, mais qui est vraiment une introduction où j'explique comment j'ai appris l'algorithmique de l'âge de 19 ans, où j'ai fait mon premier algo jusqu'à aujourd'hui. Les algorithmes font-ils la loi, qui sont une
c'est un livre qui est sorti il y a 4 ans, mais qui est en fait paradoxalement encore d'actualité, sur comment on doit penser la régulation, la législation autour de ces sujets, en sachant qu'on ne peut pas réguler strictement un algorithme unitaire parce qu'on ne peut pas l'évaluer strictement. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est légiférer sur comment on développe, comment on construit, comment on teste ces outils pour s'assurer qu'ils ne menacent pas les droits fondamentaux des individus. Data Export, la révolution, donc là c'est vraiment un autre qui est lié aux intelligences. On parle beaucoup d'intelligence avec Yannick Nyanga qui est un ancien champion de rugby de l'équipe nationale et qui maintenant est entraîneur du Racing 92, qui est mon équipe. Et en fait, je le dis, j'aime beaucoup cette équipe, et en fait donc dans ce livre on parle de comment dans le sport on utilise de plus en plus de data et d'algorithmiques pour certes faire de la prédiction, les gens pensent aux paris sportifs, on a décidé de ne pas parler des paris sportifs, mais on parle de tout le reste. Anticipation des blessures, personnalisation des entraînements, sélection des équipes, on pense bien évidemment au film de Moneyball, etc., etc. Et on explique en fait comment, lorsque la data et l'algorithmique sont bien utilisés, c'est un révélateur des émotions, de l'instinct et de l'intuition, et pas ça n'élimine pas l'intuition et l'instinct, sauf que les joueurs, en particulier les jeunes joueurs qui n'ont connu que ça, demandent en continu de la data et des résultats algorithmiques, de modèles d'IA, pour pouvoir orienter leur jeu. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, ils n'apprennent plus à écouter leurs émotions. Et donc ça, c'est une réflexion d'Yannick sur ce sujet en tant qu'ancien joueur et entraîneur. Et enfin, ce petit livre, Algorithme bientôt maître du monde, qui est un tout petit livre pour les 15-25 ans, mais qui marche auprès de tout le monde, où on répond à une question que les jeunes se posent. Et non, les algorithmes ne deviendront pas les maîtres du monde, encore faut-il comprendre comment ils fonctionnent et comment ils interagiront, entre autres, sur notre vie au quotidien, notre vie professionnelle, et donc à l'ère du travail, qui était le sujet de cette présentation. Si j'arrive à aller sur la fin de la slide, voilà. Je vous remercie infiniment. On prend une autre question. Oui, bien sûr. Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Qui démarre? Voilà. Eric, le micro arrive. Ça arrive. Bonjour, Eric Dommage, utilisateur de tout ce qui est gratuit en IA et abonné au gaz. Je suis sidéré par le fait qu'on invente tous les jours des LLM avec des trillions de possibilités. On a chez les 3 grands fournisseurs, on a des machines fantastiques. Et on a oublié un tout petit point qu'on avait à l'origine qui était des détecteurs d'IA. Je suis entouré de gens qui publient des trucs sur LinkedIn dont on voit typiquement que c'est écrit par de l'IA. Je suis entouré d'images baveuses et merdiques qui sont créées par l'IA. Donc aujourd'hui, mon intelligence analytique me permet de le détecter. Demain, tout ça va s'améliorer, je ne pourrai plus le détecter. Or, il me semblait que dans un siècle précédent, on avait dit qu'on aurait de l'éthique. Oui. Et qu'on déclarerait quand on utiliserait de l'IA. L'éthique, c'est fait pour être oublié, vous savez aussi bien que moi. Hein. C'est quand on n'a pas l'intelligence pareille. Pourquoi est-ce que le marché, qui aujourd'hui nous propose des IA gratuites, ne nous propose pas des détecteurs d'IA pour débunker ceux qui s'en servent parce qu'ils sont tout simplement paresseux? Et pourquoi on ne peut pas avoir ce outil? On en avait au tout début chez ChatGPT, on en a eu un, mais ils sont où ces outils? Et comment on fait pour continuer à débunker un peu ceux qui se trompent de sujet et qui sont plutôt paresseux que innovateurs? Alors c'est une excellente question. Alors 2 choses. Tout d'abord, je vais d'abord parler de l'aspect scientifique et technique, puis de la législation. D'abord l'aspect scientifique et technique, la bonne nouvelle, c'est que tous les outils qu'on voit et qui génèrent du contenu, qui vont générer des vidéos, des photos, et qui peuvent être à l'origine de deepfakes, comme vous le savez pertinemment, en parallèle, il y a des gens qui travaillent, et souvent c'est les mêmes personnes aussi, qui travaillent sur des détecteurs en fait de fake. Donc pour définir ce qu'on appelle des incohérences, en caractérisant de la même manière des signaux faibles et des signaux forts de fake. Première chose. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en plein développement, il y a des outils qui existent. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important au regard de la législation, et c'est là où ça n'est pas encore appliqué, mais ça va arriver, et ça, à mon sens, ça va être un game changer, c'est que la loi, le AI Act, qui est la loi européenne qui va rentrer au plus tôt en vigueur en 2025, la loi américaine, ils sont en train de réfléchir à ce sujet, ils ont fait un décret il y a 1 an, mais un peu timide à mon sens, mais là, parce que j'habite aux États-Unis, donc je suis beaucoup, et je suis à la Californie, qui est l'État qui régule le mieux ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est dans le AI Act, il y a l'obligation de dire lorsqu'un contenu a été aidé, généré, assisté par de l'IA. Donc on va être obligé, même la personne qui va écrire un post doit dire aidé par de l'IA. Et je vous donne un exemple sur ça. Moi, quand j'ai travaillé 2 ans à Bloomberg, à New York, où j'étais scientifique développeuse, où j'ai fait pas mal de choses, j'ai travaillé entre autres 6 mois
sur ce qu'on appelle maintenant des IA génératives. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, parce que ça fait un petit moment, c'était en 2017, hein, c'était il y a si longtemps que ça, mais ça fait un moment que ça existe en fait. Google avait déjà ces modèles à l'époque. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'on détectait les signaux faibles et forts dans les flux de données économiques et financières, et dès qu'on chopait un signal, difficile à percevoir pour un humain, en tout cas aussi rapidement, on crée une news, une actualité, un titre, une ou deux phrases, par de l'IA générative, puis on envoyait, donc c'est écrit Automated News. Donc c'est-à-dire que la personne qui lisait la news savait que c'était une news générée automatiquement. Derrière, il y avait le journaliste économique qui, lui, écrivait un article de fond pendant 20 minutes, une demi-heure, qui rebalançait son article à lui, qui était créé par lui, pour le coup, contrairement à la news qui était générée par de l'IA, et on a augmenté le taux de ratio de lecture. Je le dis parce que les gens vont croire que je vais remplacer les journalistes, pas du tout, on leur a donné de la valeur. Je dis ça parce que ce qu'a fait Bloomberg, qui est toujours en avance, à mon sens, sur ces sujets éthiques et de transparence, ça va arriver avec l'Union européenne. Donc c'est hyper important parce que le AI Act va imposer ça, et ça va être un game changer, parce qu'on va tous devoir dire, aidé par de l'IA. Voilà, donc c'est important de le souligner. Autre point, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce qu'on appelle en anglais du watermarking, ça veut dire c'est du tatouage numérique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. On va pouvoir en fait mettre une sorte de petit label, un label supplémentaire à cette image pour aller traquer en fait la véracité de l'image au regard en fait de la personne qui l'a créée. Et c'est important aussi ça parce que ça pourrait résoudre en partie les nombreux problèmes, les questions sur les droits d'auteur qu'on a aujourd'hui avec toutes ces IA génératives, ne sachant pas sur quel type de données exactement ces modèles sont entraînés, puisque les propriétaires ne veulent pas partager ça, mais j'espère qu'un jour ils seront dans l'obligation. Voilà. Et d'ailleurs, côté attaquant, pour revenir à notre contexte de cybersécurité, eux, ils ne vont pas le mettre, c'est fait par un attaquant. Mais justement, c'est les solutions de tatouage qui vont nous servir sur la partie défense à détecter plus en plus. Et moi, je suis pas vraiment. C'est marrant parce que je suis pas très inquiète pour ça. C'est comme par exemple, tout le monde me dit ah, vous allez voir, quand il y aura l'ordinateur quantique qui va pouvoir craquer des super mots de passe, on va être foutu. Non, le problème est déjà réglé pour le coup là-dessus, parce qu'il y a des gens qui ont déjà développé des nouveaux modes de protection et de sécurisation en fait, d'accès à un compte, à un logiciel. Donc il y a plein. Voilà, les choses avancent et avancent vite, mais il faut encore une fois que les gens soient au courant de tout ça, parce que je pense que lorsque la loi européenne va être mise en application, beaucoup de gens ne sauront pas qu'il va falloir dire lorsque le contenu a été aidé, assisté, généré par une IA. Eh ben, je vous propose maintenant déjà de remercier Aurélie. Merci Aurélie. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.